Nous sommes à Stavelot, une petite ville historique et verdoyante, située à 40 km de Liège, au cœur de la région wallonne. Stavelot, c'est un petit peu la ville à la campagne. C'est une petite ville où il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est ce carnaval qui est connu dans toute la Belgique. Et oui, c'est plutôt une vie de village. C'est dans ce cadre tranquille et familial que vit Angela et sa petite dernière de 16 ans, prénommée Alicia. La mère et la fille habitent sur les hauteurs de Stavelot, à l'abri du bruit et du tumulte des grandes villes. Il n'y a pas du tout de dangerosité comme ici à Liège. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de jeunesse problématique avec vol, délinquance, alcool, etc. Pourtant, ce samedi 21 août 2010, cette maman va recevoir un appel pour le moins inquiétant. Donovan, le petit ami d'Alicia, lui apprend que sa fille est injoignable depuis de longues heures. Pour Angela, pas de raison de s'inquiéter. Sa fille a tout simplement passé la nuit chez sa meilleure amie, Marine. Je reçois un coup de téléphone de Donovan dans l'après-midi, le samedi cet après-midi. Comme quoi qu'on cherchait Alicia, qu'on ne la retrouvait pas, je dis arrête, je dis elle est chez sa copine, elle est chez Marine. Mais non, ils sont partis dans le carré à Liège. Je dis quoi? Oui, ils sont partis dans le carré à Liège. Angela comprend alors que les deux filles ont découché pour passer la nuit à plus de 40 km de chez elles. Précisément dans le quartier du Carré, connu pour ses nuits endiablées. Angoissée, Angela tente alors de joindre sa fille à plusieurs reprises. Mais tout comme son petit ami, elle tombe systématiquement sur son répondeur. L'inquiétude monte d'un cran, parce que Alicia n'était pas censée être dans le carré. Elle était censée être avec Marine. Et là, elle commence à franchement stresser. Une attitude très étrange de la part d'Alicia, une adolescente obéissante qui prévient toujours sa famille de ses moindres déplacements. Face à l'absence et au silence, Angela et sa grande fille Mireille ont un très mauvais pressentiment. C'est ma maman qui a téléphoné à la police, oui. Donc la police est arrivée et elle a fait un avis de disparition en fait. Et au début, ils ont posé beaucoup de questions parce qu'ils se disaient peut-être que c'était une fugue aussi. Donc voilà, et en fait, plus ils posaient les questions, plus ils s'apercevaient qu'en fait, c'était pas du tout le genre d'Alicia de fuguer. Donc ils ont pris ça très vite au sérieux. La police met alors tout en place pour trouver des témoins qui auraient vu la jeune fille de 16 ans dans Liège et ses alentours. Comme elle est mineure, il ne faut pas oublier qu'en Belgique, il y a eu le traumatisme de l'affaire Dutroux. Donc dès qu'il y a une disparition de mineurs, on prend ça très au sérieux et on prévient Child Focus, qui est donc un organisme qui met en place des recherches lorsque des enfants disparaissent. Donc on imprime des affiches avec la photo et toutes les caractéristiques de l'enfant, la couleur de ses yeux, les vêtements qu'il portait au moment de sa disparition, avec un numéro vert que n'importe qui peut appeler pour donner des informations utiles à l'enquête. On sait maintenant avec certitude que l'adolescente a passé la nuit dans les rues de Liège. Elle n'est pas réapparue et n'a donné aucun signe de vie depuis de nombreuses heures. Alors, a-t-elle décidé, sur un coup de tête, de prolonger son week-end? Ou s'agit-il d'une disparition vraiment inquiétante? À l'hôtel de police de Stavelot, les officiers s'intéressent à la vie d'Alicia pour comprendre les causes de sa disparition. C'est le profil d'une adolescente sans histoire qui se dessine. À 16 ans, elle aime la compagnie de ses amis et passer de longues heures sur les réseaux sociaux. Depuis peu, l'adolescente, encore timide, s'est muée en une jolie jeune fille, coquette et féminine.
Elle commence à s'apprêter, elle se transforme petit à petit en petite femme. Elle allait dans la salle de bain, je l'entendais jusqu'à où chanter. Elle avait changé, c'était sur un rien de temps, même, je vais dire sur quelques mois. Ah oui, même ses coiffures, elle commençait à s'habiller autrement. Elle allait au coiffeur. Comme une adolescente de son âge, Alicia souhaite explorer le monde et faire des rencontres. Alors, aurait-elle été victime de sa candeur? Rien dans son profil ni dans ses fréquentations n'éclaire les enquêteurs. À ce stade, il n'exclut aucune piste. Au départ, ne sachant pas trop vers quelle piste s'orienter, évidemment, les enquêteurs les imaginent toutes. Une mauvaise rencontre, un viol. Donc ils exploitent absolument toutes les pistes et ils vont commencer par interroger les gens qui étaient présents dans les établissements que Marine et Alicia ont fréquentés ce soir-là. Et c'est grâce aux témoignages clés de Marine, sa meilleure amie, que les policiers vont retracer l'itinéraire de l'adolescente dans les rues de Liège. Il s'agit donc d'une soirée tout à fait improvisée puisque Alicia et sa copine vont recevoir un coup de téléphone lui signalant qu'il y avait une occasion de sortie et elles décident, sans en parler à leurs parents, leur maman, de prendre le train de Stavelot et arriver ici à Liège vers 22 h. Et la soirée commence vers 23 h. Un lieu bien connu en Belgique, où la fête bat son plein toutes les fins de semaine, et particulièrement pendant l'été. C'est un quartier incontournable que les jeunes arpentent pour y danser jusqu'au bout de la nuit. C'est un quartier très populaire, très connu des jeunes, qui est connu pour le côté festif, mais aussi connu parce que c'est un peu interlope. Parfois, on peut faire de mauvaises rencontres. À travers les petites ruelles qui quadrillent le quartier du Carré, la joyeuse bande danse et se balade de bar en bar au gré des rencontres et des envies. Ils sont plusieurs, manifestement. Un groupe qui se forme, se délite. On rentre dans un bar, on rencontre un pote, on quitte ce bar-là, on boit un coup dans un autre bar, d'autres potes se rajoutent. Donc en fait, ils font la tournée des bars, comme tous les jeunes. Ils font un peu la tournée des Grands-Ducs. Mais au-delà de 5 h du matin, la suite des événements devient plus floue. Les policiers ont bien du mal à reconstituer les va-et-vient du groupe d'amis, où chacun semble finir la soirée de son côté. Alicia est plus jeune, elle n'est pas très rassurée d'être dans le Carré, elle veut garder le contact avec Marine. Manifestement, Marine a rencontré un garçon, elle veut aller chez lui. Et finalement, Alicia se retrouve avec un jeune homme, Samuel, qu'elle a rencontré pendant la soirée, et il lui propose de patienter le temps de reprendre son premier train, de patienter tout simplement dans son appart. Alicia, manifestement tombée sous le charme de Samuel, aurait accepté sa proposition. Problème, passé 6 h du matin, le téléphone portable d'Alicia est constamment sur répondeur. Alors, est-elle réellement partie avec ce mystérieux jeune homme? A-t-il un lien avec sa disparition? Voilà donc plus de 24 heures qu'Alicia, 16 ans, a disparu dans Liège, une ville qu'elle connaît mal. De son côté, Angela, sa mère, mène son enquête et va solliciter tous les contacts de sa fille pour la retrouver, remontant à son tour vers le mystérieux jeune homme prénommé Samuel. Par l'intermédiaire de connaissances, le groupe des jeunes se connaissent à peu près finalement tous. Le numéro de téléphone arrive à la portée de la maman d'Alicia qui passe un coup de téléphone à Samuel Wirth. Samuel, il me décroche et je lui ai demandé « Est-ce qu'Alicia est avec toi hier soir ?» Ah non, il me fait « Mais ne vous tracassez pas, votre numéro de GSM vient de s'afficher. Dès que je la vois, je vous préviendrai. » Au bout du fil, le jeune homme de 19 ans est prévenant et aimable. Il assure que la jeune fille n'est pas venue chez lui, mais qu'il va faire son possible pour la retrouver par le biais des multiples connaissances qu'il a dans le Carré.
la famille d'Alicia veut garder espoir, même si de multiples scénarios ne cessent de la hanter. Moi, j'étais toujours confiante, quoi. Je me dis, on va la retrouver, elle est peut-être à un hôpital, ou tant qu'elle revienne en vie. Pour la police, les minutes sont comptées. Samuel est le dernier à avoir vu la jeune fille. Il détient peut-être la clé du mystère. Originaire de Liège, habitué du Carré, il sort chaque week-end dans ce quartier. Toutes ses connaissances le décrivent comme un garçon responsable et sympathique. Samedi, en début de soirée, la police se rend donc chez lui afin de l'interroger. Le jeune homme leur ouvre, très poli, très calme, leur explique qu'il a effectivement vu Alicia au cours de la soirée, qu'il lui a bien proposé de venir chez lui pour qu'elle attende son train, mais que finalement, elle a changé d'avis, qu'elle a rebroussé chemin et qu'elle est repartie dans le Carré et qu'il serait rentré seul et donc qu'il a passé la nuit seul. Contre toute attente, la visite au domicile de Samuel ne débouche sur aucun indice supplémentaire. Alors, si Alicia a décidé de faire faux bond à Samuel, que lui est-il arrivé sur le chemin du retour? La jeune fille a-t-elle fait une mauvaise rencontre? Et quelles sont les autres pistes qui mènent à cette adolescente naïve de 16 ans? Dimanche 22 août, voilà presque 48 heures qu'Alicia n'est pas réapparue et n'a donné aucun signe de vie à sa mère et à ses frères et sœurs. J'avais mon GSM en main toute la journée en pensant qu'elle allait me sonner ou Internet ou... J'attendais toujours quelque chose, quoi. Entre-temps, les policiers de Liège ont procédé à de nombreuses recherches techniques. Et comme la jeune fille ne se sépare jamais de son portable, les fréquences de son téléphone ont été scrutées à la loupe. Et la découverte que fait le commissaire Danny Lamock est surprenante. Un de ces derniers appels avait été donné au départ d'une antenne qui se trouve près du domicile de Samuel. Mais ce n'est pas tout. Une preuve supplémentaire vient accabler un peu plus la version donnée par le jeune homme. Il y a également sur tout le parcours entre le Carré et le domicile de Samuel des caméras de surveillance et on voit clairement les deux jeunes gens marcher à côte et qui se rendent au domicile de Samuel Berthe. La téléphonie, les archives vidéo sont des preuves que Samuel a menti. Il devient dès lors le suspect numéro 1. Ce dimanche 21 août à 16 h, c'est avec un mandat de perquisition que la police fédérale de Liège se rend au domicile du jeune homme. Cette fois, le garçon de 19 ans semble clairement tendu. Moi, je l'ai senti nerveux quand il a ouvert la porte. Il regarde partout où on va, il nous suit du regard, etc. Et c'est vrai que quand on va sur le balcon, là, son visage change. Car sur ce balcon se trouve une poubelle. Et c'est précisément dans ce sac plastique que les policiers vont trouver des affaires appartenant à Alicia. Et les enquêteurs en sont convaincus. La jeune fille est venue dans cet appartement. D'instinct, ils décident d'examiner les parties communes de l'immeuble. Par la suite, en descendant l'escalier, il y a des toilettes sur le palier, et dans les toilettes, il retrouve des traces de sang et surtout la présence d'un foulard, qui était le foulard porté par Alicia le jour de sa disparition. Les officiers comprennent qu'il faut s'attendre au pire. Leur pressentiment les mène à l'entrée de la cave de l'immeuble de Samuel. On arrive dans la cave, il n'y a pas de lumière, on voit que la porte a été forcée précédemment, que le cadenas a été forcé, on ouvre et on constate la présence de la jeune fille au fond de la cave. Et on constate donc son décès. Elle est déjà décédée depuis un moment.
Retrouvé presque totalement dévêtu, le corps d'Alicia gît dans un coin sombre et humide de la cave. Face contre terre et à même le sol, le visage de la jeune fille est perclus de coups et sa dépouille présente de nombreuses lésions. Ça, c'est vraiment violent. On se dit, mais qu'est-ce que cette fille a fait pour avoir comme ça autant de coups au visage et puis d'être laissée, abandonnée comme si c'était vraiment la moins que rien. Arrêté sur le champ, Samuel est immédiatement conduit à la brigade criminelle de Liège. De leur côté, les policiers présents à Stavelot ont la lourde tâche d'annoncer cette terrible nouvelle à la famille d'Alicia. J'ai ouvert la porte et je lui dis quoi, vous l'avez retrouvée, il me fait oui de la tête sans me répondre. Mais tout dépité quoi pour nous et puis je dis quoi, elle est morte. Ben. Je commençais à trembler de partout. Je ne voulais voir personne à ce moment-là. Voilà. J'aurais pu sortir, je me serais jetée en dessous d'une voiture. La douleur et l'incompréhension sont à leur paroxysme. Et passé le choc immense, la famille de la jeune fille est assaillie de questions encore sans réponse. Pourquoi Alicia a-t-elle perdu la vie? Comment a-t-elle été assassinée? Et que s'est-il passé au domicile de Samuel? Nous sommes à Liège. Samuel, ce jeune homme de 19 ans, au casier vierge, est entendu par les hommes de la brigade criminelle. Face au commissaire Lamoque, il ne peut expliquer la présence de la dépouille d'Alicia dans sa cave. Je suis en présence d'un gamin de 19 ans qui, pendant 1h30, va tenir tête. Il va dans un premier temps essayer de se réfugier derrière ce que moi j'appelle le trou noir, c'est-à-dire que non, je n'ai pas de souvenir. Je n'ai pas de souvenir, je ne sais pas, non, je ne comprends pas. Pressé de questions, le jeune homme doit faire face à ses responsabilités. Il évoque alors un second scénario qui ne va guère convaincre le commissaire. Il va commencer à flancher un peu dans le sens où il va dire qu'il a peut-être agi en état de légitime défense en me montrant à un moment donné une toute petite égratignure qu'il avait sur l'avant-bras. Et pour justifier cette agression, il raconte sans détour la soirée qu'il a passée avec Alicia. Une soirée qui avait pourtant bien commencé. Il explique qu'ils ont entretenu des relations sexuelles complètes dès leur entrée dans l'appartement. Et il explique qu'à la fin de ces relations sexuelles, Alicia lui a avoué qu'elle avait un petit copain. Et il lui avait demandé de n'en parler à personne. Monsieur Wertz dit « J'ai vu rouge. Moi qui idéalise le rôle de la femme, ne voit la femme que comme un être qui nécessairement doit être fidèle. J'ai trouvé cette personne totalement amorale et je lui ai donc demandé de quitter les lieux. Et c'est en quittant les lieux, ce qu'elle n'a pas voulu faire, qu'il a essayé de la pousser, qu'il a fini par la frapper et qu'il expliquait en tout cas la chute qui sera fatale à Alicia Demoiseux. Problème, si le jeune homme évoque une chute accidentelle pour justifier la mort de l'adolescente, les médecins légistes, eux, sont formels. Alicia est morte étranglée. Poussé dans ses retranchements, Samuel évoque alors une énième version. Après être tombé dans l'escalier, il va décider de la remonter dans son appartement. Et que pour la remonter dans son appartement, il va réaliser une clé de bras et qu'à la suite de cette clé de bras qu'il va faire dans l'escalier pour remonter Alicia dans son appartement, Alicia a dû trouver la mort en raison de cette strangulation. Au terme de 24 heures de garde à vue, Samuel campe sur ses positions. C'est un accident et il n'a jamais voulu tuer l'adolescente. Alors qu'il est placé en détention provisoire, l'annonce de la mort d'Alicia se répand comme une traînée de poudre sur l'ensemble de la Belgique.
Il y a eu une vague d'émotions très sincère, il y a eu effectivement une marche blanche qui était organisée. Et alors là, pour l'anecdote, et encore une fois pour démontrer la personnalité de M. Weerts, la première personne qui a voulu participer à cette marche blanche et qui d'ailleurs s'est dit très frustré de ne pas pouvoir avoir été présent, c'était M. Weerts. Parce qu'il aurait trouvé bien de venir s'incliner et participer à la marche blanche et de s'incliner devant le corps de sa victime. Face à l'émotion qui a envahi le pays, le comportement de Samuel choque. Il campe toujours sur ses positions. Pour lui, c'était un accident. Alors, reviendra-t-il sur ses déclarations lors du procès à venir? Quel est le vrai visage de ce jeune homme, en apparence sans histoire? Et comment, à 19 ans à peine, est-il devenu un tueur? « 11 mars 2013, cour d'assises de Liège. Samuel, désormais âgé de 21 ans, comparaît pour le meurtre d'Alicia. Tous les proches de l'adolescente sont présents et sont en quête d'une seule et même chose, connaître la vérité. Ils veulent savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il s'est dit, quels étaient les derniers mots d'Alicia avant de rendre son dernier souffle. Tous les regards sont braqués sur Samuel et à la surprise générale, le jeune homme ne semble pas du tout intimidé. Bien au contraire, il maintient sa thèse de la mort accidentelle avec froideur. On a affaire à quelqu'un qui, de prime abord, en tout cas dans l'impression qu'il veut donner à l'extérieur, est quelqu'un de solide, qui a confiance en soi, en lui, et qui est totalement incapable de se remettre en question. Et donc, il lui est arrivé à plusieurs moments au cours du procès de fixer dans les yeux les parties civiles et de ne pas céder. C'était pas lui qui cédait. En ayant fait ce qu'il a fait, et regarder la famille comme ça, droit dans les yeux, sans une once de remords, quoi. Jamais il n'aurait versé une larme, jamais il n'aurait demandé pardon, ne serait-ce que par le regard. Un manque d'empathie qui choque profondément la cour. Et pour comprendre le profil de ce jeune homme déconcertant, les experts psychiatres se succèdent à la barre. L'image qu'il donne de lui-même à l'extérieur, cette image idéalisée, celle du garçon parfait, de l'homme qui lui a des valeurs, qui sait ce que c'est d'être fidèle, qui sait ce que c'est que se conduire correctement, se conduire justement. Cette image est mise en totale contradiction et en total porte-à-faux avec le portrait qui est dressé de lui dans la cour d'assises. Quel est le portrait qui est dressé de lui dans la cour d'assises? Il faut appeler un chat un chat. Hein. C'est quoi? C'est un mec qui a loupé ses études, qui est en décrochage scolaire, qui à 15 ans était alcoolique, qui a dû avoir une première cure de sevrage à l'âge de 15 ou 16 ans, qui consomme des produits stupéfiants, même des produits durs. Alors sa vie c'est quoi? C'est se lever tard, c'est regarder la télévision, et puis c'est sortir dans le carré, où il rentre très tard en état d'ivresse. Et toujours d'après les experts, c'est parce qu'Alicia lui renvoie une piètre image de lui-même, en lui avouant avoir déjà un petit ami, que Samuel entre dans une rage folle et destructrice. À partir du moment où Alicia Damoiseau ne correspond plus au profil type de la femme parfaite, dans son esprit, elle devient un objet. Une valeur négligeable qui perd toute humanité. Et à partir du moment où on a affaire à un objet, il ne lui est pas interdit de le jeter au sol et de le briser. Au terme de 4 jours de procès, Samuel reste formel. La mort d'Alicia est un accident, une version qui ne va guère convaincre la cour. L'accusé est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Un verdict qui laisse un goût amer. J'espérais qu'il aurait craqué au procès et qu'il aurait dit la vérité, oui. Ça nous éclairerait pour beaucoup de choses, quoi. Enfin, même si la douleur est la même, je vais dire, on peut tourner quelque part la page en se disant, ben voilà, ça s'est passé comme ça, on sait, quoi, on ne se pose plus de questions, alors. Voilà plus de 3 ans qu'Alicia, 16 ans,
a été assassinée par une nuit d'été qui ne devait être que fête et insouciance. Elle laisse derrière elle et à jamais un vide immense pour tous ceux qui l'aimaient. Tous les jours, je la regarde, je lui parle. Il n'y a pas une semaine où je ne vais pas au cimetière. Elle me manque de trop. Nous sommes à Forest, un quartier bourgeois des faubourgs sud de Bruxelles, où les demeures cossues entourent le parc d'Uden. C'est dans l'après-midi du 28 septembre 2007 que Marie et son amie, qui promènent leur chien au parc, vont faire une terrible découverte. Arrivé au niveau d'anciens bancs où il y a une espèce de petit patio, on sent une odeur de putréfaction, de pourriture. Mon chien va tout naturellement voir par là, donc on le rappelle en disant ne touche pas. C'est un amas un peu verdâtre, blanchâtre, jaunâtre, qui fait penser à des déchets organiques. Convaincue qu'il s'agit de carcasses animales en décomposition, Marie rentre chez elle. Pourtant, 1 heure plus tard, d'autres passants vont prendre la véritable mesure de l'horrible découverte. Immédiatement prévenue, la police locale se rend sur les lieux. On va faire ce qu'on appelle nous un appel à témoins par la publication de tracts dans les boîtes aux lettres aux alentours. À l'entrée du parc, on a mis une petite affichette demandant à toutes les personnes qui auraient déjà vu ces morceaux avant, sans le signaler à la police, auraient vu quelques agissements suspects, ou, etc., de signaler chez nous pour pouvoir évidemment poursuivre l'enquête. Des appels à témoins qui interpellent Marie. Elle prend conscience qu'elle avait bien vu la veille des restes humains. C'est seulement le lendemain que mon petit ami qui retourne promener au même endroit voit tous les avis placardés par la police qui évoquent la découverte d'un corps. Donc je décide, sous conseil de ma sœur qui est magistrate, d'appeler la police pour juste leur signaler, voilà, j'ai vu le haut de la jambe et le tronc. Donc voilà, c'est pour ça que ça ressemblait vraiment à des bouts de viande en putréfaction. Dès lors, à Forest, l'horrible découverte des fragments de corps humains au parc d'Uden est sur toutes les lèvres. Comment ces restes se sont-ils retrouvés dans un parc réputé tranquille? Quelle est l'identité de cette victime atrocement mutilée? Par mesure de sécurité, la police a fermé le parc et sécurisé la scène de crime. Prévenue par les enquêteurs, la police technique et scientifique, arrivée en renfort, procède aux premières constatations. On voit qu'il y a sur place en fait 3 morceaux de corps. Donc un bassin coupé à peu près à hauteur du nombril et puis à hauteur des cuisses. La partie du bassin laisse par exemple voir les parties génitales. On se rend compte tout de suite que c'est un homme, avec la particularité qu'il est circoncis. On voit bien sûr que le corps n'est pas frais. La couleur de la peau un peu verdâtre, jaunâtre, fait penser que bon, la décomposition est déjà bien commencée. Les enquêteurs savent désormais que la victime est un homme. Problème, rien sur place ne permet de l'identifier formellement. Leur seul espoir, l'étrange mise en scène autour des restes humains. Plusieurs indices y ont été méthodiquement disposés au sol. Des éléments qui permettront peut-être de remonter jusqu'au tueur. Manifestement, quelqu'un a jeté du riz sur la scène de crime. On découvre aussi un dessin qui a été tracé dans la terre meuble environnante, un idéogramme japonais. Et à côté de ça, on va trouver 2 feuilles de papier sur lesquelles va être inscrit les mots Watashi Kira desu. Déconcertés, les enquêteurs tentent alors de décrypter la scène et de déchiffrer cette étrange inscription.
On va, dans le début de l'enquête, effectuer toute une série de démarches, demander notamment à des auteurs de doctorats, de thèses sur les mangas, s'ils peuvent donner une interprétation à la mise en scène, aux phrases qu'on a retrouvées, et s'ils peuvent donner un indice. L'enquête a très vite pu déterminer qu'il s'agissait d'une phrase extraite d'une série manga japonaise qui s'appelle Death Note, donc en français le carnet de la mort. La phrase « Watashi, Kira, Death », inscrite sur la scène de crime, signifie « Je suis Kira », la première phrase de cette série culte. On va justement comprendre que ce fameux Kira, c'est justement un héros qui veut faire justice à la place de la police. Le manga Death Note est connu dans le monde entier et traduit en une dizaine de langues. C'est un véritable phénomène qui touche des millions de jeunes, autant de fans que de pistes potentielles. Après plusieurs semaines de recherche, l'enquête ne donne rien. Dès lors, les policiers espèrent que l'autopsie permettra d'établir le mode opératoire du meurtre. On peut voir que les morceaux ont été découpés probablement avec une scie, qu'il aurait probablement été soumis à des éléments non naturels au niveau des produits, hein, parce que la décomposition est un peu anormale. Maintenant, on sait que le ou les meurtriers auraient tenté de se débarrasser de ces restes à l'aide de produits chimiques. Les enquêteurs se tournent donc vers les résultats de la recherche ADN pour essayer d'identifier l'homme. On découvre sur l'une des cuisses abandonnées au parc d'Uden une empreinte biologique qui est évidemment relevée, mais qui ne correspond à rien dans la banque de données de l'Institut national de criminalistique et criminologie, donc l'INCC. Malheureusement, l'ADN retrouvé sur la cuisse ne permet de remonter ni la piste de la victime, ni celle de l'assassin. Restent les analyses toxicologiques qui permettront peut-être de faire avancer l'enquête. L'élément le plus intéressant pour nous, c'était la présence dans les débris humains d'une forte dose de cocaïne. Donc, pour moi, l'hypothèse d'une overdose était possible. Et qu'ensuite, on ait voulu se débarrasser du corps de cette manière. Donc, on n'était pas encore en présence vraiment d'un meurtre, mais plutôt d'un accident suite à cette consommation de cocaïne. Une hypothèse qui ne sera jamais confirmée. Malgré de nombreuses analyses, le mystère demeure entier. Implication dans le milieu de la drogue, règlement de compte ou victime innocente, qu'est-il vraiment arrivé à l'homme dépecé du parc d'Uden? Et les enquêteurs parviendront-ils à enfin l'identifier? Les mois passent et les enquêteurs ne parviennent toujours pas à mettre un nom sur la mystérieuse victime du parc d'Uden. Mais après plus de 2 ans, coup de théâtre, une alerte de l'Institut national qui stocke les données ADN vient relancer l'affaire. Je suis avisé donc par cet institut qu'on a un match ADN, c'est-à-dire une correspondance entre le profil ADN de notre victime et une trace relevée sur les lieux d'un viol. Donc en l'occurrence ici, c'est des taches de sperme retrouvées sur un coussin où avait eu lieu un viol. Les enquêteurs contactent alors la police locale, qui à l'époque s'est occupée du viol, pour récupérer le dossier. Ils y trouvent une adresse à laquelle ils vont s'intéresser. Les enquêteurs se rendent compte que cet appartement est loué par un certain Mohamed Attir. Dans le cadre de cette enquête sur le viol, ils saisissent aussi un ordinateur qui se trouve sur les lieux, dont ils explorent le contenu. On découvre toute une documentation relative au manga, donc on a manifestement affaire à quelqu'un qui s'intéresse pas mal à cette bande dessinée-là.
Et on découvre aussi, de manière encore plus interpellante, un article de presse qui rapporte la découverte 2 ans et 2 mois plus tôt de restes humains dans le parc d'Uden, à Forêt. Ces informations troublantes redonnent espoir aux enquêteurs, qui tiennent ainsi une nouvelle piste. Ils décident alors d'aller plus loin et de perquisitionner le domicile de ce fameux Mohamed, qui est absent ce jour-là. On va retrouver sur les murs, malgré qu'ils aient été repeints, on va retrouver par exemple cette fameuse inscription Watashi Kirades, des dessins représentant des figurines manga, etc. Et donc, sur base de ça, bien sûr, on commence à se dire on est au bon endroit. Quelques jours plus tard, une expertise graphologique confirme que les inscriptions sur les murs de l'appartement et sur des feuilles trouvées près du corps au parc d'Uden ont été écrites de la même main. Les enquêteurs se focalisent sur cet appartement et entreprennent une enquête de voisinage. On apprend que Momo avait l'habitude de faire des fêtes, des guindailles, à l'arrière de son appartement, dans cet atelier, où il recevait plein de personnes, plein de jeunes, qui s'adonnaient à la boisson, à la drogue, qui étaient full manga. C'est ainsi qu'on va identifier un groupe de personnes. Et donc, au mois de septembre 2010, on va tôt le matin interpeller toutes ces personnes, perquisitionner chez eux, les ramener, les interroger. L'étau se resserre autour de la bande de Mohamed. Le groupe est-il lié à la découverte des restes humains retrouvés au parc d'Uden? Que s'est-il passé dans cet appartement? En garde à vue, Mohamed Azmi s'enferme dans le silence. Soufiane, le petit frère de Mohamed, est de plus en plus fragilisé par les questions des enquêteurs qui font pression sur lui. Une stratégie payante. Au bout de quelques heures, Soufiane craque et se livre enfin. Il se souvient très bien qu'à une époque, il avait senti une odeur de cadavre. Et il avait interpellé son frère à ce sujet, qui lui avait fait la confidence que lui et des copains avaient pété les plombs, avaient déconné, et qu'effectivement, il y avait des choses qui s'étaient passées. Des informations que les policiers vont exploiter contre Mohamed pour le faire parler. Après 5 heures de garde à vue, l'homme passe enfin aux aveux. Mohamed leur a donné des explications, Mohamed leur a donné des éléments quand même très précis, et Mohamed implique Azmi également. Et Azmi va passer aux aveux et va donner une version qui est concordante, hormis quelques détails, mais concordante à celle de Mohamed. Dès lors, les enquêteurs parviennent à reconstituer le probable scénario de la soirée. Mais surtout, ils apprennent que Mohamed et Azmi n'étaient pas seuls ce soir-là. Mohamed Attir et Abdesamad Azmi vont indiquer que leurs copains Zakaria Benaïssa ont participé à la scène de crime, ce qui va être confirmé le même jour par l'audition du 4e homme du dossier, qui est Majid Temsamani. Les enquêteurs inculpent alors les 4 amis pour meurtre. Mais ils veulent en savoir davantage sur l'homme qu'ils ont assassiné 3 ans auparavant. Ils vont nous expliquer en fait que la victime était une connaissance rencontrée lors d'un festival au cours de l'été précédent, au mois d'août, et que cette personne, donc un Marocain d'origine française, prénommé Sidi, avait décidé de les accompagner, de les rejoindre chez eux à Bruxelles. Donc on savait qu'il se prénommait Sidi, mais bon, c'est très courant comme prénom. Grâce aux responsables du festival, les enquêteurs mettent pour la première fois un nom sur l'homme retrouvé en morceaux au parc d'Uden. Il s'agit d'un certain Sidi Larbi et Zoubairi. Immédiatement, la police se rend au Maroc pour rencontrer sa famille.
Malgré la douleur, elle dresse le portrait d'un jeune homme sans histoire. Sidi Larbi vient d'une famille qui est une famille relativement bourgeoise de Rabat. C'est un jeune homme dynamique qui a un sens de l'humour très développé et qui fait très attention à lui-même, qui fait très attention à son apparence. Âgé de 26 ans, il est l'aîné d'une famille de 4 enfants. Sidi Larbi a quitté le Maroc pour Paris, où il obtient un diplôme de coiffeur. Mais contrairement aux apparences, le jeune homme n'est pas l'étudiant modèle, décrit par ses parents. On a pu apprendre qu'il avait eu certains problèmes au niveau de la drogue. On a retrouvé un peu de drogue sur lui. Bon, il a eu une sorte d'essai d'obtenir des faux papiers. Mais sinon, fêtard, hein, bien sortir, bien faire la fête, etc. Et c'est justement ce cocktail de fête et de drogue qui a rapproché Sidi Larbi de Mohamed. Le jeune homme en perdition s'était même installé depuis peu chez lui, à Bruxelles. Pour les enquêteurs, reste à savoir pourquoi l'étudiant a été aussi atrocement mutilé par ses nouveaux amis. S'agit-il d'un règlement de compte? Face aux enquêteurs, Mohamed et ses acolytes relatent le déroulement de cette hallucinante journée où ils ont assassiné Sidi Larbi. Dans l'après-midi, l'ambiance est festive, trop festive. L'alcool coule à flot, accompagné de joints et de cocaïne. Je retrouve dans cet atelier Momo, Azmi, Zakaria et Sidi. Et ils vont être rejoints par Majid un peu plus tard. C'est à ce moment-là que Majid va nous expliquer que bon, en venant lui ouvrir la porte, Momo lui dit « Oh, il commence à nous embêter celui-là, je vais le tuer ». Mohamed et Sidi Larbi ont une relation un peu tendue, puisque Mohamed lui reproche d'être pesant, d'être lourd, de se taper l'incruste, comme il dit. Et ce soir-là, c'est une familiarité de trop de la part de cet invité encombrant qui aurait déclenché un déchaînement de violence de la part du groupe. Il semble que Larbi aurait été un peu collant et que Zakaria l'a très mal pris, l'a très mal accepté et aurait donné le premier coup. Suivi immédiatement par un coup de bouteille de champagne à l'arrière de la tête par Mohamed Attir. Une victime qui va tomber au sol assez vite et qui va être rouée de coups de poing, de coups de pied, de coups de manche à balai. Devant le regard impuissant de Majid, les trois amis, Mohamed, Zakaria et Azmi, s'acharnent sur Sidi, déjà atteint. Ils frappent encore et encore, sans pouvoir s'arrêter. Mohamed dit qu'il suppliait qu'on arrête, mais on était transcendés. J'étais comme un animal, je voulais qu'il meure. Nous voulions qu'il meure. Ça, ce sont ses mots. Et alors que Sidi vient de rendre son dernier souffle, les trois hommes n'ont à présent qu'une obsession, faire disparaître le corps. Et c'est dans la cave de l'immeuble que ces jeunes, âgés de 19 à 23 ans, mettent au point un scénario digne des plus grands films d'épouvante. Mohamed Attir a dit qu'ils avaient mis ce corps dans la douche dans du et qu'ils s'étaient rendus compte que ce corps ne disparaissait pas. D'où l'idée qu'ils ont eue à trois, disent en tout cas M. Azmi et M. Attir, de découper le corps pour ensuite le mettre dans des bassines et dans ce bac de douche avec du en pensant que découpé en morceaux, le corps se dissoudrait plus facilement. Mais voilà, une quinzaine de jours plus tard, le corps ne se dissout toujours pas. Les jeunes décident alors de changer de technique.
Ils vont prendre sur place ce qu'ils ont comme valises, sacs à dos pour les y placer et après les transporter dans différents endroits de Bruxelles. En tram, en métro et à vélo, commence alors un long et sordide périple à travers la ville. Une partie du corps est brûlée dans une vieille maison abandonnée. D'autres morceaux sont jetés en bordure d'une bretelle de périphérique et ils se débarrassent de la tête dans le canal Bruxelles-Charleroi. Ne reste que 2 cuisses et un bassin à faire disparaître pour clôturer cet infâme scénario. Et là, il décide de mener à bien une expédition en espérant qu'elle fera, disent-ils, la une des journaux et que ça a un petit côté manga. Et c'est ainsi que Mohamed, seul, en tout cas c'est ce qu'il assure, part à vélo avec un sac à dos. Il arrive au parc d'Uden, il répand les derniers morceaux du corps de Sidi Larbi et il s'en va. Suite à ses aveux, les policiers tâcheront de retrouver les restes du corps de Sidi Larbi en vain. À ce stade de l'enquête, beaucoup de zones d'ombre subsistent, à commencer par le mobile du crime, qui semble flou. Le procès à venir permettra-t-il de comprendre les raisons de ce déchaînement de haine? S'agit-il vraiment d'un coup de folie ou bien d'un meurtre savamment prémédité? Juin 2013, à la cour d'assises de Bruxelles, s'ouvre le procès des meurtriers prénommés les tueurs au manga. Dans le box des accusés, ils sont 3 à être jugés pour le meurtre de Sidi Larbi. 2 d'entre eux, Mohamed et Azmi, ont avoué les faits. Quant au 3e, Zakaria, il nie depuis le début sa participation. En l'absence de preuves tangibles et à la surprise générale, il comparaît libre. Pour la famille, ce procès commence donc dans une ambiance des plus pesantes. Elle a été particulièrement lourde par l'atrocité des faits. Donc voilà, je pense que c'était une étape indispensable, que les parents ont été très courageux d'assister à tout ça. Et alors que tous vivent difficilement ce face-à-face avec les meurtriers présumés de Sidi, un événement va bouleverser le cours de l'audience. La diffusion du film sur la reconstitution de son dépeçage. Il travaille sur des mannequins en carton ou quelque chose, une matière de ce genre-là. Ça fait un bruit terrible avec les scies qui s'escriment à découper les membres. Et il y a des détails affreux qui surgissent. Je vous dis, ces petits fagots qu'on fait avec les membres tronçonnés. Il y a quelque chose de froidement organisé dans tout ça, qui est purement abject et répugnant. La famille et les personnes présentes dans la salle sont sous le choc, comme sonnés. Tous se demandent comment ces jeunes, de 19 à 23 ans, ont pu commettre des actes d'une telle barbarie et dénués de toute humanité. Les 3 accusés ont un parcours un peu semblable. Momo, c'est comme ça, c'est quelqu'un d'extraverti, farfelu, hein, qui aimait bien faire la fête, se faire remarquer. Azmi est quelqu'un de plus introverti, au niveau familial tout à fait correct. D'ailleurs, il vivait avec sa sœur au moment où on l'a interpellé. Zakaria, lui, bon, là c'est plus ambigu, parce que bon, c'était quelqu'un de un peu plus agressif. Il, lui, avait déjà été incarcéré pour des faits de drogue. Et alors que les experts tentent de dresser les profils de ces jeunes à la dérive, un coup de théâtre vient bouleverser le 6e jour du procès. Zakaria, le seul à comparaître libre, ne se présente pas et prend la fuite. Les 2 autres accusés vont profiter de cette absence pour rejeter la responsabilité sur le phénomène de groupe.
Mohamed a déclaré qu'il était dans un trip fantastique, mais il était aussi dans une sorte de cauchemar où par moments il avait l'impression de ne même pas être là, sous l'effet de stupéfiants, d'alcool pratiquement au quotidien, sans se poser de questions, avec un seul objectif, probablement de ne pas se faire prendre, de faire disparaître ce corps, et où, encore une fois, même à ce moment-là, l'effet de groupe continue à jouer. Dans le sens qu'à ce midi, c'est moi qui ai l'idée, il y a un échange qui est fait à trois, on s'échange nos idées, et ça, on est dans une sorte de film. Au bout de 2 longues semaines de procès, le verdict tombe, la préméditation n'est finalement pas retenue. Mais les peines sont lourdes. Mohamed et Azmi sont condamnés à 20 ans de réclusion pour le meurtre de Sidi Larbi. Zakaria, toujours en fuite, est quant à lui condamné par contumace à 23 ans de prison. Six ans après ce drame, la famille du jeune Sidi s'efforce de continuer à vivre. Mais pas une journée ne passe sans que son souvenir ne les accompagne. La mère raconte que toute la famille est entrée dans un deuil dont elle n'est toujours pas sortie. Elle dira cette phrase qu'elle ne sourit plus parce que sourire, dira-t-elle, c'est le trahir. Donc elle ne sourit plus, voilà. Nous sommes à Brève, une commune verdoyante de 6500 habitants, située entre Namur et Liège. Loin du tumulte des grandes villes, cette agglomération wallonne est un véritable havre de paix. C'est un village, un petit village en province de Liège, donc près d'une petite ville qui s'appelle Anu, un village campagnard où tout le monde se connaît en général. Les riverains s'entendent généralement bien, tout le monde se parle. Au sein de ce petit village vit Patricia. Elle est la mère d'Isabelle, une jeune femme de 30 ans. Toute la petite famille s'apprête à aller à la plage le lendemain. Mais à 20 h, Patricia reçoit un coup de fil angoissé de sa petite fille, Laura, 12 ans. C'est la fille d'Isabelle. Ce week-end, elle est en garde chez son papa et l'adolescente est inquiète car elle n'a pas de nouvelles de sa mère depuis plusieurs heures. Nous sommes le 4 août 2007, lorsque la maman d'Isabelle Audy s'inquiète. Elle n'a plus de nouvelles de sa fille, les enfants non plus. Les propres enfants d'Isabelle s'inquiètent aussi. Ils contactent leur grand-mère en disant « c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe ». Laura m'a sonné, ma reine, qu'elle me dit ainsi, il est arrivé quelque chose à maman, elle ne répond pas au téléphone, ni sur le fixe, ni sur le GSM. Ce silence ne lui ressemble pas, car elle est très proche de sa famille. Alors, dans un premier temps, sa mère Patricia va demander à des amis de vérifier si la jeune femme est bien chez elle. La maman décide de demander à des connaissances de se rendre dans la maison d'Isabelle Audy, où visiblement on constate rien d'anormal. Les heures passent et la nuit est tombée sur Brève. Pourtant, Isabelle ne donne aucun signe de vie. Patricia décide donc de se rendre chez sa fille, qui habite à quelques kilomètres, pour rassurer les craintes de sa petite fille, Laura. J'avais la clé de la maison, moi. Je dis à mon compagnon, on va jusque-là. Confiante, Patricia veut rassurer les craintes de sa petite fille, Laura, et se rend en voiture chez sa fille. Il est presque minuit quand elle arrive chez Isabelle, qui habite à quelques kilomètres de chez elle. Moi, je suis rentrée, j'ai ouvert la porte et je suis montée. Je montais directement à l'étage. Je me dis, après son travail, elle va toujours dormir un peu, Isabelle. Et j'ai monté l'escalier et mon compagnon qui me suivait a continué et m'a crié, ne va pas plus loin, elle est là dans la salle de bain. Mais n'écoutant que son cœur de mère, Patricia accourt vers la salle de bain. La scène qu'elle découvre est une véritable vision d'horreur. Je suis redescendue. Il m'a dit non, on ne va pas avoir. Je l'ai poussé.
Et je suis allée voir. Alors là, Isabelle est retrouvée sans vie et gît dans sa baignoire. Alors qu'est-il arrivé à la jeune femme? Que s'est-il passé ces dernières heures? Et que vont donner les premières conclusions des enquêteurs? Alors qu'elle vient de découvrir le corps sans vie de sa fille, Patricia décide de prévenir au plus vite la police et les secours. Lorsque les forces de l'ordre arrivent sur les lieux, elles sont accompagnées d'un médecin légiste venu établir les premières constatations. ils ont fermé la porte, donc plus personne ne pouvait aller là. Et on a attendu dans la pièce de devant. La scène est particulièrement insoutenable. Le corps d'Isabelle gît dans la baignoire. La jeune femme, retrouvée en t-shirt et en sous-vêtements, présente de nombreuses lésions sur les bras, les jambes et le cou. Elle est retrouvée donc dans la salle de bain, dans une baignoire à moitié pleine, et donc avec des coups de couteau relativement superficiels. Isabelle baigne littéralement dans son sang. Et, détail plus que macabre, elle tient dans la main droite un long couteau de cuisine ensanglanté, tandis qu'elle présente au poignet gauche une plaie extrêmement profonde. Il y a des coups de couteau qui sont d'abord portés au niveau du cou, au niveau des membres. La blessure qui va vraiment poser problème, c'est celle du poignet gauche, parce que le poignet est littéralement scié. L'étude du corps prend un certain temps, et selon toute vraisemblance, la mère de famille est décédée d'une hémorragie qui a duré de longues minutes. Elle est quasiment exsangue, quoi. Quand elle est morte. Elle n'a plus beaucoup de sang à l'intérieur. Pour les besoins de l'enquête, les officiers de police décident alors de passer la petite maison d'Isabelle au peigne fin. Or, rien ne semble anormal au sein du foyer. Rien qui puisse faire penser à une agression ou à un crime crapuleux. Les premières constatations des enquêteurs sur place, c'est qu'il n'y a pas de désordre particulier. Le sac de la victime est là, avec son GSM, son portefeuille. Pas de signe d'effraction dans la maison. Aucune trace de l'intervention d'un tiers, ni ADN, ni empreinte digitale, ni trace de pas dans le sang. Retrouvé un couteau à la main et baignant dans son sang, le corps d'Isabelle est emporté au funérarium pour y subir une autopsie. Sans aucun signe d'effraction ni empreinte d'un tiers, tout porte à croire que c'est un suicide. Mais pour la famille d'Isabelle, ce scénario est absolument inconcevable. La position d'Isabelle Audy dans la baignoire, la veine tranchée et l'absence de désordre sur les lieux, pourtant, font penser à un suicide, mais eux ne l'admettent pas et définitivement, ils vont convaincre que ce n'est pas un suicide. Terrassée par la douleur, la maman et les proches d'Isabelle refusent l'idée que la jeune femme se soit délibérément donné la mort. Mais alors, s'il ne s'agit pas d'un suicide, qui s'en est pris à Isabelle? Qui donc lui aurait voulu autant de mal? Et pour quelle raison s'en prendre à elle avec autant de violence? À Brève, les proches d'Isabelle ne peuvent se résoudre à la thèse du suicide avancée par les médecins légistes. Non, Isabelle n'était pas dépressive. À 30 ans, cette mère de 3 enfants était selon eux quelqu'un d'enjoué qui aimait sa famille et son travail de vendeuse. Elle était joyeuse, bonne vivante. Elle aimait bien s'amuser, toujours de bonne humeur. Elle aimait bien d'avoir ses amis, faire la fête, ça. Elle était toujours bien, quoi. Fait troublant,
Isabelle avait prévu de partir en famille à la mer, le matin même de sa mort. La jeune femme se réjouissait de cette escapade et ne présentait aucun signe de détresse. Elle était souriante, bien. On avait même organisé d'aller à la mer le dimanche. Elle m'avait sonné le samedi matin. J'étais à la plage, moi, avec mon autre fille, Séverine. Souriante, pleine forme. Demain, c'est à notre tour. On va fêter ça, on va bien s'amuser. Et si Isabelle est particulièrement épanouie ces derniers jours, c'est parce qu'elle vient de mettre un terme à une relation amoureuse compliquée. À 30 ans, la jolie jeune femme dynamique a déjà 3 enfants. 2 aînés d'un premier mariage qui a duré une dizaine d'années et un petit garçon de 2 ans et demi issu de sa dernière liaison. Mais depuis cette rupture, la mère de famille avait décidé de profiter de la vie. Je l'avais encore, les cheveux au vent, bien coiffés, maquillés. Et on lui a demandé, ah quoi, non, je refais ma vie, je passe mon permis, je vais élever mes enfants. Elle était vraiment décidée de mener une nouvelle vie, elle voulait mener une nouvelle vie. Alors, comment une jeune femme qui voulait tourner la page et commencer une nouvelle vie a-t-elle pu mettre fin à ses jours? S'agit-il vraiment d'un suicide ou quelqu'un a-t-il cherché à maquiller son crime? Alors que la tristesse envahit les proches d'Isabelle, sa mère est persuadée que l'ex-compagnon de sa fille, un dénommé Bruno, est impliqué dans la mort de la jeune maman. Des certitudes amplifiées par son comportement troublant lorsqu'il croise la famille éplorée au funérarium. Et on l'a vu, quand elle était au funérarium, il passait son lunettes de soleil, la fenêtre ouverte, musique et sourire, d'arc. Oui. Face aux certitudes de cette mère éplorée, les policiers en charge de cet épineux dossier vont auditionner Bruno. L'homme se dit accablé, mais il n'est pas étonné par le geste d'Isabelle. Il la décrit comme instable et profondément dépressive. Lui, il savait, parce qu'elle le lui avait dit à diverses reprises, c'était un de ses leitmotifs. C'était une fille qui était manifestement cyclique, qui avait des moments d'exaltation, des moments où elle espérait pouvoir aller à la mer le lendemain, et puis des moments de profonde dépression, où elle reparlait de suicide. Et donc Bruno Amand le savait. Et quand on lui dit qu'elle s'est suicidée dans sa baignoire, mais lui n'est pas étonné quelque part. Il dit bon, c'est dramatique, mais finalement je le savais. Mais ce que savent aussi les enquêteurs, c'est que Bruno n'est pas un enfant de cœur. Bien connu des services de police, l'homme de 35 ans a menacé, harcelé et battu Isabelle à de multiples reprises. Il aurait donc peut-être un lien avec la mort tragique de son ex-compagne. En 2005, elle a voulu le quitter. Il est venu la chercher, il l'a quasiment enlevée, emmenée de force. Il l'a séquestrée, il l'a menacée d'un couteau. Elle a réussi à le convaincre de ne pas la tuer. Elle a renoué avec lui. Mais à plusieurs reprises, il a été très menaçant. Il avait clairement annoncé que elle lui appartenait. Elle n'appartiendrait jamais à quelqu'un d'autre. Une relation que tous les témoins décrivent comme compliquée, violente et toxique. Mais voilà, à cette époque, Isabelle aime cet homme. Je pense que Bruno Amand avait une emprise sur elle. Je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas si ses proches savent l'expliquer, mais voilà, elle lui pardonnait tout. On aurait dit qu'elle n'avait plus de caractère, qu'elle était soumise. Je ne l'avais jamais connue comme ça. Pourtant, en 2007, Isabelle a le déclic. Elle met définitivement un terme à cette spirale infernale de la violence, un choix que Bruno n'aurait pas supporté. Là, sa violence est ressortie de manière fulgurante. Il a incendié sa voiture, il a volé sa voiture, il l'a incendiée, il l'a suivi, épié, harcelé, il l'a menacé, frappé dans les joues.
plusieurs scènes se sont déroulées vraiment dans la semaine qui ont précédé les faits. Et là, elle a senti vraiment la pression de Bruno Hamon. Elle s'est sentie vraiment harcelée, coincée par Bruno Hamon. Il y a eu de nombreuses plaintes. Même quelques jours avant le drame, elle a encore déposé plainte contre lui à plusieurs reprises, en disant « il me harcèle, il me suit ». Elle avait peur pour sa vie. Les policiers sont face à un véritable casse-tête. D'un côté, un homme violent, impulsif, qui aurait le profil idéal du meurtrier. De l'autre, un dossier vide. Aucun témoin, aucune empreinte sur le lieu du drame ne l'incrimine dans cette affaire. Pas de traces d'effraction, pas de problème vraiment au niveau de la salle de bain, si ce n'est un évier qui a bougé, si ce n'est 2-3 choses comme ça, mais elle aurait très bien pu bousculer l'évier en se rendant dans la salle de bain, elle aurait très bien pu, mais il n'y a pas de preuve, pas de signe d'effraction, rien qui permet de dire que c'est un meurtre ou que c'est Bruno Hamon qui l'a tué. Malgré de fortes suspicions à l'encontre de Bruno, l'autopsie n'est pas remise en doute. Rien ne prouve à ce jour qu'Isabelle ait été tuée. Sans aucune preuve matérielle, impossible de faire tomber Bruno. L'homme de 35 ans repart donc libre. Alors, le juge d'instruction va-t-il classer l'affaire? S'agit-il finalement d'un suicide? À Brève, 3 années ont passé depuis la mort d'Isabelle et le drame est toujours présent dans les esprits. Au cœur de la petite ville, chacun campe sur ses positions et les rumeurs vont bon train. Je dirais qu'il y a eu 2 clans, les personnes qui soutenaient la famille d'Isabelle Audy et d'autres personnes qui soutenaient Bruno Hamon en clamant son innocence. Si la famille d'Isabelle maintient inlassablement que Bruno l'a tué, d'autres, au contraire, soutiennent leur ami, qu'ils estiment injustement accusé de crime. Il y a eu vraiment un mouvement de solidarité. Tous ses amis, il était fort connu dans le village. Et il a été soutenu par beaucoup de monde. Depuis 3 ans d'ailleurs, Bruno a refait sa vie à nouveau. En couple, il élève avec sa nouvelle amie le petit Andrew, l'enfant qu'il avait eu avec Isabelle. Bruno semble en avoir fini avec son passé d'homme violent. Sa compagne est d'ailleurs son premier soutien. J'ai rencontré à plusieurs reprises la nouvelle compagne de Bruno Hamon et elle m'a déclaré à plusieurs reprises que tout se passait bien dans leur couple, qu'il n'avait jamais été violent, contrairement à ce qu'il a fait avec Isabelle Audy. Et elle dira toujours, vous savez, moi j'ai vécu quand même des années à côté de ce garçon-là, s'il avait commis quelque chose, je crois que je m'en serais rendu compte. Mais le calme du village va être bouleversé par un véritable coup de théâtre. Le 3 février 2010, la propre mère de Bruno décide de faire une déclaration à la police. Elle veut livrer un lourd secret. Puis 2 ans et demi après, donc là, un rebondissement total. La maman de Bruno Hamon qui accuse son fils du meurtre d'Isabelle Audy. Elle leur déclare que Bruno Hamon l'a appelé, lui a raconté qu'il avait tué Isabelle Audy, qu'il avait caché les vêtements dans un bois, ses vêtements ensanglantés dans un bois. Cette maman de 70 ans maintient que son fils a bel et bien tué Isabelle en 2007, en prenant soin de ne laisser aucune trace au domicile de son ex-compagne. Et selon elle, Bruno lui aurait fait toutes ses confidences quelques heures après le meurtre. C'est une histoire qui est difficile à inventer par rapport à ce qu'elle a raconté, parce qu'elle donne vraiment des détails, son cheminement à travers le village, d'ailleurs le fait qu'il s'était changé, qu'il avait enterré des vêtements. Elle avait l'air au courant de beaucoup de détails de l'affaire, difficile à inventer. Une situation tout à fait singulière pour les enquêteurs qui voient rarement une mère dénoncer son propre fils. Qui plus est, 3 ans après les faits.
c'est évidemment interpellant. Qu'une mère puisse à un moment donné impliquer son fils, c'est assez exceptionnel. C'est même tout à fait exceptionnel, ce n'est pas banal, donc ça mérite évidemment une attention. Les propos de la mère de Bruno sont pris très au sérieux. Et quelques heures plus tard, l'ex-compagnon d'Isabelle est convoqué par la police judiciaire. L'enquête prend alors une autre tournure forcément, donc Bruno Amand est placé sous mandat d'arrêt, il est confronté aux déclarations de sa maman, il dit que ce n'est pas possible, qu'il ne lui a jamais dit ça. En audition, l'homme explique aux enquêteurs que sa mère n'a pas toute sa tête. Il ne faudrait donc pas tenir compte de ses multiples mensonges. Il m'a dit, mais écoutez, ma mère, elle a aussi accusé telle personne, je me souviens plus, d'avoir eu des relations sexuelles avec des enfants, etc. Et celui-là, ça a été démontré que c'était faux. Ma mère est quelqu'un qui aime faire du mal de cette manière-là. Mais les explications de Bruno ne vont guère convaincre. Et l'enquête est définitivement relancée, cette fois-ci pour meurtre. De nombreux experts sont alors diligentés pour déterminer les circonstances exactes de la mort d'Isabelle. En attendant le procès à venir, que donneront les dernières recherches? La justice condamnera-t-elle cet homme ou conclura-t-elle à nouveau au suicide? Juin 2012, cour d'assises de Liège. C'est 5 ans après la découverte du cadavre d'Isabelle que se tient le procès de Bruno. Après de longues années d'attente, les proches d'Isabelle veulent que la vérité éclate enfin au grand jour. L'atmosphère est assez tendue dans ce procès. Nous avons deux parties bien distinctes, donc l'accusé et la famille des victimes, qui défendent chacun une position tout à fait différente. Vous avez une famille qui, depuis des années, se bat pour qu'on reconnaisse la culpabilité de celui qu'elle considère comme l'auteur de la mort de leur maman, de leur enfant, de leur ami. Et de l'autre côté, vous avez un individu qui clame son innocence. Tous les regards sont braqués sur Bruno. Comme au premier jour, il clame son innocence. Il n'y a aucune preuve tangible contre lui dans ce dossier et c'est avec virulence qu'il se défend dans le box des accusés. Vraiment, il se défend de manière assez, je ne vais pas dire agressive, mais assez acharnée. Il annonce directement qu'il est innocent et qu'il veut être reconnu innocent. Donc toute sa position est basée là-dessus, il conteste tout. Bruno Amand conteste tout simplement sa culpabilité, donc veut montrer qu'il est innocent. La défense, comme les parties civiles, n'attendent qu'une chose, les rapports des experts chargés de déterminer les circonstances de la mort d'Isabelle. La conclusion qui va être rendue au tribunal est implacable et incrimine largement Bruno. Et là, l'expert, le principal expert qui a évalué le dossier, il dit non, ce n'est pas un suicide. Et pour lui, il n'y a aucun doute. Ce supposé suicide n'est pas plausible, à cause notamment de la blessure que la jeune femme présentait à l'avant-bras. Son poignet avait été quasiment sectionné. L'expert n'a jamais vu ça dans toute sa carrière. Il y a eu un cisaillement du poignet avec un coup de couteau qui coupe les tendons, les veines, qui va jusqu'à atteindre l'os du poignet. Donc c'est une blessure extrêmement douloureuse et une victime ne peut pas s'occasionner elle-même cette blessure-là. Au fil des observations rendues, se profile un scénario calculé, extrêmement violent, où tout a été pensé pour maquiller la scène de crime en suicide. On pense qu'il est arrivé par derrière, qu'il est arrivé dans la maison, donc il a traversé tous les jardins en se faisant discret. Il est rentré en poussant la porte parce qu'il y avait une fenêtre cassée, donc il a poussé cette fenêtre. Il a pris un couteau, il est arrivé par derrière Isabelle Audy, il a sectionné plusieurs fois le cou, et puis il l'a emmenée dans la baignoire, il l'a allongée dans la baignoire, elle s'est vidée de son sang, et ensuite il a rempli la baignoire d'eau pour faire croire à un suicide.
Après un long procès particulièrement éprouvant, les jurés se retirent et commencent alors 10 longues heures de délibéré. La présidente lit le verdict de culpabilité et là Bruno Amand comprend que oui, il est coupable de l'assassinat d'Isabelle Audy. Et là, Bruno Amand s'effondre, un malaise, il perd conscience. L'homme est reconnu coupable d'assassinat. Il est condamné à 30 ans de réclusion. L'affaire Isabelle Audy marquera à jamais la population de Brève. Une affaire criminelle qui, sans le courage de deux mères, n'aurait jamais pu éclater au grand jour. Car il s'en est fallu de peu pour que le meurtre de cette jeune femme ne passe inaperçu. Ouais, on est soulagé. J'ai été même étonnée du calme que j'avais. Tout ce que je voulais entendre, c'est coupable. Et je l'ai entendu.